Bon, la vie apparaît 1 milliard d'années après la constitution du système solaire, en gros, hein, et l'ensemble des êtres vivants élaborés, c'est-à-dire les plantes, les vertébrés, les bactéries, c'est-à-dire les eucaryotes, apparaissent 1 milliard d'années plus tard. Bon, vous avez ici cette échelle d'apparition de la vie qui donne une idée du temps long qui va nous occuper pendant la suite du débat. Alors, tout au long de l'histoire de la vie, les espèces ont disparu. Elles ont disparu, la durée de vie moyenne, on estime que c'est de l'ordre de 1 à 5 millions d'années. Je rappelle que l'Homo sapiens a maintenant 300 000 ans, on pensait qu'il avait 200 000 ans, on vient de retrouver dans une grotte du Maroc des individus plus anciens. Donc il nous reste encore un peu de vie devant nous si nous mélangeons le climat et la biodiversité. On considère que la disparition des espèces est 1000 fois, entre 100 et 1000 fois plus rapide qu'elle ne le serait dans un rythme de croisière que la biodiversité n'a jamais connu. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des coups de boutoir. Il y a 250 millions d'années, 90% de l'ensemble de la vie sur Terre a disparu, de la faune. La faune a disparu. Elle était essentiellement marine, au Permien. Et je rappelle que si au Jurassique, il y a 65 millions d'années, les dinosaures n'avaient pas été éliminés, sauf les oiseaux, de la surface de la Terre, nous ne serions pas là pour en parler, puisque le plus gros mammifère qui existait à l'époque était gros comme un renard, et que les mammifères n'avaient pas de place pour vivre. La faute aux grands dinosaures. Alors, perte d'espèces. Je rappelle qu'une perte d'espèces, c'est définitif et qu'aucune espèce ne se reconstitue pour la bonne raison que les échelons intermédiaires qui l'ont fabriquée, les espèces dont elle est issue, ont disparu aussi. C'est-à-dire que si l'homme disparaît, si les primates disparaissent de la surface de la Terre, la vie reprendra avec une richesse extraordinaire, mais à partir d'autres formes de vie, à partir des méduses ou à partir des bactéries, mais sûrement pas à partir de quelque chose d'hypothétique qui reconstituerait un individu intelligent, aussi intelligent que nous. Voilà. Alors pendant qu'on parle de disparition d'espèces donc définitive, et pendant même que l'IPBES, qui est l'équivalent pour la biodiversité du GIEC, annonce la disparition d'1 million d'espèces à la fin du siècle, et bien c'est ailleurs que le problème se pose aussi, c'est-à-dire qu'on a un effondrement discret de l'ensemble du vivant sur Terre. Cet effondrement discret, on vient d'en prendre conscience parce qu'on n'avait jamais pensé à compter les petites bêtes. C'est 3 ou 4 ans seulement qu'une société de protection de la nature allemande s'est préoccupée non pas de savoir quel papillon extraordinaire elle capturait dans ses pièges, mais tout simplement comment évoluait le poids total des prises qui se faisaient dans les mêmes pièges posés au même endroit. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que dans les réserves naturelles d'Allemagne, les insectes s'étaient effondrés de 80%. Ce qui amène des questions sur la manière dont on peut organiser le territoire pour le protéger, sur les nouveaux concepts les nouveaux systèmes de protection de la nature. Alors, on se fausse le jugement si on raisonne biodiversité égale catalogue d'espèces. On considère encore que la biodiversité, souvent c'est un catalogue d'espèces, on se fausse les idées. Les espèces, c'est un moyen commode de classer le vivant, et ça n'est que ça. Je vous présente rapidement un petit papillon bleu et noir sur cette diapo. Ce papillon, il s'appelle Astrates fulgerator. Il a été décrit et nommé en 1785. Puis on s'est aperçu assez vite, dans les années 70, qu'en fait les chenilles qui conduisaient à ce même papillon, qui est classé dans toutes les boîtes de collectionneurs du monde, que les chenilles n'étaient pas les mêmes, qu'elles ne vivaient pas sur les mêmes plantes, et qu'en fait il y avait au moins 7 espèces de papillons différents, qu'on avait appelés du même nom depuis 1700 et quelques. Et puis on a fait du marketing, on a fait de l'analyse génétique de ces papillons, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas 7 espèces métisses. Bon, par conséquent, la valeur du nombre d'espèces, la valeur du chiffre annoncé d'1 million d'espèces, la valeur de ce qu'on estime devoir être le nombre d'espèces sur Terre est
est un peu lié à ça. De la même façon, dans les années 1950, donc il y a 60 ans, on a découvert cette algue microscopique. On a découvert dans l'océan cette algue microscopique simplement parce qu'on a pu embarquer sur les bateaux un appareil qui était capable de mesurer les micro-algues d'une taille inférieure à un micro. Et on a découvert cette micro-algue. Cette micro-algue, c'est l'individu le plus abondant de la Terre. On l'a découvert dans les années 50. Donc voilà, c'est pour vous dire que nous avons besoin d'un GIEC de la biodiversité. Nous sommes heureux que l'IPBES entre vigoureusement en action. Bon, on a nommé 1 900 000 espèces, ça d'ailleurs on les connaît. Quand l'Astraptes fugerator, on avait un adulte piqué dans une boîte. Quand Walsh, dans Nature Forster, a décrit l'Astraptes dont je vous ai parlé tout à l'heure, on ne sait pas comment il se reproduisait, on ne sait pas où il se saisonne. Donc on a nommé 1,9 million d'espèces, et il n'y en a que 4% qui sont des vertébrés. Alors la seule chose dont on parle, c'est les vertébrés, vous l'avez remarqué. Vous avez une répartition du vivant, j'en reparlerai tout à l'heure, parce que cette répartition du vivant est aussi une conséquence de l'action de l'homme. Cette diversité, elle n'est pas fixe. Elle n'est pas fixe, elle bouge sans cesse. Je vous raconte une petite histoire. Un botaniste français qui s'appelle Cheptou a travaillé sur la création, sur la façon dont les espèces se forment dans les îles. Dans les îles, les espèces évoluent différemment d'ailleurs parce que leur relation avec leur environnement n'est pas la même. Et elles n'ont pas d'ennemis, elles n'ont pas les mêmes ennemis, elles n'ont pas les mêmes amis, elles n'ont pas la même alimentation. Et voilà qu'en traversant Antigone, ce quartier dramatique de Montpellier, où il y a des grandes esplanades de béton avec des carrés pour les arbres, il s'est dit que les carrés pour les arbres étaient des îles. Et qu'il allait étudier la végétation de ces carrés autour des arbres comme si c'était une végétation insulaire au lieu d'un océan de béton. Et il a constaté, je vais vite, il a constaté comme une dizaine de générations, les petits pissenlits qui poussent dans ces îles sont différents, fortement différents. Des petits pissenlits de la même espèce qui poussent dans la garrigue. Ceux qui poussent dans la garrigue ont beaucoup de graines légères avec un petit parapluie pour les transporter. Ceux qui poussent là ont beaucoup de graines lourdes, parce que les graines lourdes, évidemment, quand elles tombent au pied des arbres, elles ont une chance de germer. Dans la garrigue, au contraire, plus elles sont emmenées loin par le vent, plus elles ont de chance de trouver un milieu favorable. Donc on voit qu'en 10 générations, la biodiversité, une espèce a changé. Je vous rappelle que nous ne mesurons pas la même taille, nous n'avons pas le même nombre de dents que nos arrière-grands-parents des 2000 ans. Donc la nature continue de bouger. Donc la protection de la biodiversité n'est pas une protection statique. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il reste des populations nombreuses et pourquoi de chaque espèce, et pourquoi c'est important qu'on protège aussi pas seulement les espèces, qu'on ne se focalise pas sur le rhinocéros blanc du Nord, disparu il y a quelques mois, mais qu'on s'occupe aussi un peu d'autres choses. C'est parce que nous sommes dans une poursuite de cette évolution darwinienne qui repose sur la diversité génétique. Et que s'il n'y a pas de diversité génétique, il n'y a plus de poursuite de l'évolution. Donc c'est pas très intéressant de se dire qu'on a sauvé une espèce en regardant 10 individus dans un jardin zoologique parce qu'on ne poursuit pas ce travail d'évolution qui accomplit le vivant sur Terre. C'est une définition de Patrick Blandin, avec le professeur Musion, qui dit que c'est la vie dans squelette divers, parce que c'est cette diversité même qui caractérise la capacité de la vie à se poursuivre. Alors, deuxième particularité de la biodiversité, c'est pas seulement des espèces, c'est d'abord des relations. Chacun d'entre nous est un individu de l'espèce Homo sapiens sapiens. On l'espère. Mais chacun d'entre nous est aussi constitué d'autant de cellules non humaines que de cellules humaines. Je dis bien constitué de cellules non humaines que de cellules humaines. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est un écosystème. Si nous n'avions pas 1,5 kg de flore intestinale, nous ne digérerions pas ce que nous mangeons. Et si nous n'étions pas là pour abriter ce 1,5 kg de flore intestinale, elle ne vivrait pas à l'air libre. Donc nous sommes bien un jardin. Nous sommes bien un jardin et ça va beaucoup plus loin. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un progrès dans le vivant considérable était l'apparition des eucaryotes. Donc nous sommes tous les plantes et nous-mêmes. Eh bien, les eucaryotes, ce sont des cellules que vous avez appris en SVT. C'est des cellules dans lesquelles il y a un noyau et puis il y a des organites. Il y a des chloroplastes dans les plantes qui sont capables de transformer l'énergie solaire en matière, qui sont capables de créer de la matière à partir de l'énergie solaire, et des mitochondries dans toutes les cellules, qui sont des petites usines à faire travailler l'oxygène pour produire de l'énergie. Eh bien, en 1918,
un savant français célèbre, Potier, s'est dit, mais au fond, est-ce que cette cellule des eucaryotes n'est pas un ensemble de cellules différentes qui ont été avalées par une cellule initiale? Et il a essayé d'élever les mitochondries en dehors de la cellule, il n'y est pas arrivé. Il a écrit un très beau livre, et puis on l'a considéré comme un rigolo et un imbécile, et on n'a pas vendu son livre. Et puis, voilà que Lynn Margulis, une chercheuse américaine, bien plus tard, dans les années 50, a démontré le fait que l'hypothèse la plus vraisemblable était bien que la cellule soit constituée d'un certain nombre d'immigrés bien assimilés. Et que l'absence de ces immigrés bien assimilés aurait des conséquences sur la survie de cette cellule. Je ne parle pas des coraux, mais c'est encore plus vrai. Alors, je vous raconte une histoire pour bien montrer que protéger la biodiversité, c'est aussi compliqué que d'intervenir sur le climat, comme l'a magistralement dit Jean Grafstein. Les loutres de mer de l'Alaska ont failli disparaître. Elles ont failli disparaître parce qu'elles n'ont pas de graisse et qu'elles doivent leur imperméabilité, si je puis dire, leur résistance au froid, au fait qu'elles ont des poils extraordinaires, un pelage extraordinaire. Elles ont été chassées au XIXe siècle pour fabriquer des chapeaux aux trappeurs et des vêtements aux dames. Et puis, elles ont failli disparaître. On les a protégées réglementairement, on a créé des parcs nationaux à l'endroit où ils existaient. Il en restait quelques milliers, elles ont progressé considérablement, et puis leur population s'est effondrée, alors qu'elles étaient totalement protégées. Alors la population s'est effondrée parce que les orques se sont mis à manger des loutres. Les orques ne mangeaient pas de loutres, ils mangeaient des phoques. Mais il n'y a plus de phoques. Il y a moins de phoques parce que les pêcheurs ont surpêché, il n'y a plus de poissons, donc il n'y a plus de nourriture pour les phoques, donc il n'y a plus de phoques. Donc les orques se sont mis à manger des loutres. Les loutres, de ce fait, ont arrêté de manger des oursins, qui étaient leur nourriture principale. Arrêtant de manger des oursins se sont précipités, si je puis dire, se sont attaqués avec vigueur aux kelp, cette grande forêt laminaire, cette grande forêt d'algues dans laquelle sont conçus et survivent tous les petits poissons. Donc, les loutres, les poissons, les phoques, etc., sont embringués dans des relations complexes. Et agir en protégeant l'un ne résout en rien la question. Donc, la biodiversité, c'est aussi d'abord les relations de l'ensemble du vivant, les écosystèmes, les paysages, et même l'hypothèse que la Terre est un écosystème, un grand écosystème, tout est en relation. Deuxième définition de la biodiversité, c'est le tissu vivant de la planète, comme disait Robert Darwin. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un effondrement discret, etc. Je n'aime pas. Revenons ça a déjà été beaucoup dit, donc je vais aller vite. Nous sommes un gros mammifère omnivore. Les gros mammifères omnivores, je vais en prendre deux. L'ours brun, il est présent sur tout l'hémisphère nord. Et le chimpanzé, il est présent sur tout le continent. Il est présent sur tout le continent africain. L'ours brun, il en reste 200 000. Quand il était en pleine forme, on pense qu'il y en avait 2 millions. Le chimpanzé, quand il était en pleine forme, on pense qu'il y en a entre 1 et 2 millions. Donc l'ordre de grandeur, et on va parler d'ordre de grandeur, l'ordre de grandeur de la population dans les écosystèmes d'un gros mammifère omnivore, c'est le million. Alors 10 millions, quand il est particulièrement adapté, peut-être 100 millions, mais de l'ordre du million. Entre moins 100 000 et moins 10 000, il y avait environ 5 millions d'hommes sur Terre. Et puis, la population a quadruplé après la révolution agricole. Il y a environ 5 000 ans. Bon, je passe rapidement sur les chiffres qui ont déjà été donnés par les uns et par les autres. Je voudrais simplement vous parler d'une étude qui est intéressante, qui vient d'être réalisée, qui a été réalisée il y a 3-4 ans par une équipe lyonnaise. Ils ont recensé les sites archéologiques d'Europe, ils les ont datés, on a suffisamment de données pour en tirer une modélisation de ce qu'a été, selon eux, l'évolution de la population européenne. La population européenne est stable autour de 4 000 à 5 000 Homo sapiens en Europe, entre moins 60, Homo sapiens c'est en Europe à moins 70 000 ans environ, entre moins 60
et moins 40, environ 4 000 à 5 000, moins 20 000, pardon, entre 4 000 et 5 000 modernes. Ça bouge. On en a parlé, J.G. Brahms en a parlé, c'est la période glaciaire. Quand ça chauffe, on estime que ça passe à 30 000. Alors, ce n'est pas un chiffre étonnant. Réfléchissez à ce qu'est la vie d'un gros mammifère omnivore, chasseur-cueilleur et très intelligent, déjà doté d'armes, etc. Bon, on a besoin d'une vallée pour sa famille et son petit clan. Hein. On a besoin il peut y avoir une famille en moyenne et une famille en parenthèse. Il peut y avoir une famille à Fontainebleau et l'autre à Orléans. On n'est pas les uns sur les autres. À la fin de la période glaciaire, donc on passe à 30 000, et en moins de 2000 ans, on passe à 300 000. En moins de 2000 ans, après le néolithique, après la révolution agricole, on passe à 300 000. En Europe, pour mémoire, il y a 750 millions de gens. Alors pourquoi on passe à 300 000 ben, je n'ai pas besoin de faire de dessin. On a choisi une stratégie qui était de couper la nature. Le néolithique, c'est le moment où on se dit que la nature, la biodiversité, c'est compliqué, c'est emmerdant, c'est plus simple si on choisit 3 céréales et 3 animaux domestiques et qu'on considère tout le reste comme des ennemis. Et s'il y a un fait récent et nouveau sur lequel vous avez beaucoup insisté, qui est l'évolution de la démographie, il y a une autre cause à l'effondrement de la biodiversité qui est non moins grande, qui est même plus grande. C'est que dans le même temps, nous avons développé un système d'armes, c'est très récent, nous avons développé un système d'armes dramatique. Quand on développe, quand on promeut les homicides, tue des hommes, quand on invente des insecticides et qu'on les utilise dans l'agriculture, on s'étonne, il ne faut pas s'étonner, on est des grégoires de 80% de population d'insectes. Les insecticides, ils sont utilisés depuis 60 ans. Donc depuis, ce n'est pas une question de nombre de gens, c'est une question d'armes, de type d'armes. Et dans l'évolution de la biodiversité, cette cause de perte est une cause de perte essentielle. Il est parfaitement possible. Les démonstrations ont été abondamment faites par l'INRA et par d'autres organismes mondiaux. On pourrait nourrir la population mondiale avec de l'agriculture sans pesticides. Le rendement il est de 10% inférieur en poids, mais en argent et en travail, c'est possible. Enfin, on a choisi une stratégie qui est la stratégie de la guerre, on aurait pu choisir une stratégie qui est la stratégie de la paix, on l'a pas fait. Tout, on constate. Quelles sont les causes de la crise de la biodiversité? C'est d'abord la destruction des milieux naturels. Par conséquent, notre responsabilité à nous, Français, du Nord, ce n'est pas d'abord des chasseurs, même de traiter les insectes avec une bombe insecticide, c'est d'acheter du local. C'est d'être un pays du Nord, un pays riche, et de détruire la biodiversité dans les pays qui ne sont pas nôtres. C'est en étant un pays riche, et je rejoins les nombreuses questions que vous avez posées sur les inégalités, oui, c'est une vraie question. Oui, les problèmes que rencontre l'Afrique ne tiennent pas seulement au fait que la population croît très vite, ils tiennent aussi au fait qu'on y a développé, pas nous, Français seulement, une agriculture coloniale de production d'arachides, de bananes, etc., au détriment de l'agriculture capable de nourrir les gens des pays eux-mêmes, et que si les Chinois sont en train d'acheter Madagascar, c'est pas pour que les Malgaches vivent mieux. Donc il y a des raisons aussi techniques, politiques et de systèmes d'armes qui ont une responsabilité dans l'effondrement de la biodiversité. Alors, destruction des milieux naturels, j'en ai parlé. Sur-exploitation des ressources en mer, ça reste une cause grave de biodiversité. Ailleurs, non, sauf pour les rhinocéros, à cause des manches de poignards, des vinites, et sauf pour un certain nombre d'espèces particulièrement rares et précieuses, les éléphants côte d'Ivoire. Mais ça n'est pas la capture des animaux sauvages qui est cause de leur disparition aujourd'hui. Espèces envahissantes, c'est vrai dans les îles et pratiquement exclusivement dans les îles. Je passe rapidement. Pollution, ça reste une cause. Et évidemment, changement climatique. Et dans les conséquences dramatiques du changement climatique, il n'y a que si ça va entraîner des migrations humaines, ça va aussi entraîner des migrations animales. Et que les espèces animales vont s'épuiser, migrer pour trouver des milieux favorables, accompagnés de tout leur cortège de relations. Paradoxalement, par exemple, les chênes bougeront très bien, parce que les chênes transportent, les oiseaux transporteront des glands sur de longues distances et recèleront des chênes. Mais en revanche, toute la faune et la flore du sol qui entoure le chêne a du mal à courir aussi vite. Donc on aura des problèmes de ce type.
7 milliards et demi, j'ai dit tout à l'heure, l'espèce invasive la plus nuisible de l'histoire de la vie. La biodiversité, c'est toute notre nourriture, beaucoup de vêtements et des services complexes. Je ne reviens pas sur l'histoire de l'épuisement des biocarburants, puisque les seuls biocarburants, les seuls vrais biocarburants, c'est le pétrole et le charbon. C'est les deux seuls carburants d'origine et purement biologique. C'est le stock constitué, le stock économique constitué de la Terre depuis 3 milliards 500 millions d'années. C'est pas mal, on l'aura bouffé en 300 ans, d'accord, c'est un stock qui ne servait pas, mais quand même c'est bizarre. Alors, ça c'est important, cette figure est importante, elle est récente, elle est de l'année dernière, c'est la répartition du vivant en poids sur Terre. Alors, en vert, vous avez les plantes. Le petit triangle en bas à droite, c'est les animaux. Le reste, c'est les bactéries, les virus, les archées, etc. Le petit triangle en gris à gauche en bas, c'est les animaux. Et on a détaillé les animaux dans la figure de droite. Dans la figure de droite, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe en bas. En bas, vous avez en mauve les animaux domestiques, en marron les hommes, et vous avez une toute petite traînée rouge que vous voyez à l'extrémité droite du tableau. Ce sont les animaux, ce sont les mammifères, les mammifères sauvages. Voilà la répartition en pourcentage correspondante. 60% du poids des mammifères, c'est des animaux domestiques. Alors à la question, est-ce que c'est malin d'être vegan, etc. Oui, c'est vrai que ça a l'air stupide comme ça, mais les vaches sont responsables. L'élevage, à fin de nourriture regardez, sont responsables de bonne partie de nos problèmes avec la biodiversité et un peu avec le climat. Donc c'est pas complètement idiot de dire que nous avons intérêt pour plein de raisons, y compris de santé, à manger moins de viande. Et sans aller jusqu'à dire que les véganes sauveront la planète, c'est vrai que si avec des véganes, ça serait plus simple de protéger la biodiversité. Donc c'est vrai. C'est comme ça. 60% d'animaux domestiques, 36% d'humains et 4% d'animaux sauvages. Avec des éléphants aux lapins de Garenne, 4%. De la masse. Notre responsabilité, je l'ai dit, elle est d'abord comme pays riche. Et parce que nous avons fait du colonialisme en modifiant les systèmes de production d'un certain nombre de pays. La deuxième est parce que nous continuons de manger sur les autres, de vivre sur les autres, de manger ce que produisent les autres au détriment du milieu naturel des autres. Notre deuxième cause de perte de biodiversité, notre deuxième responsabilité, elle est maritime. Ça, on ne s'y attend pas, mais on est la deuxième puissance maritime du monde à cause de notre confetti de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs. Et notre responsabilité sur la mer, sur la biodiversité marine, elle est considérable. On pourra reparler, si ça vous intéresse, des questions de biodiversité marine. Ensuite, troisième priorité pour nous, l'outre-mer, parce qu'il y a autant d'espèces qui n'existent que dans l'outre-mer français, que d'espèces qui n'existent qu'en Europe. Donc notre responsabilité sur la biodiversité de l'outre-mer est considérable. Bon, je passe sur le reste. Alors, nous sommes sortis de la nature au monde néolithique. Le néolithique, qu'est-ce que nous avons fait au néolithique? Nous avons choisi une relation au réel tout à fait extraordinaire. On a décidé de simplifier et d'exclure. Et on s'est dit, notre relation à tout le réel va consister à simplifier et exclure. Qu'est-ce que c'est que la science analytique? C'est une science qui simplifie et qui exclut. Et c'est intéressant de se dire que pendant ce temps-là, les chasseurs-cueilleurs ont conservé une relation holistique, une relation synthétique, une relation au vivant, qui était puérile et gamine. C'est pas, évidemment, le fait quand on part à la chasse de se dire qu'il faut que l'arc soit bien prêt, que la flèche soit prête, que la femme n'ait pas ses règles, que l'animal totem soit derrière, qu'il n'ait pas plu le matin, etc. Il y a des choses sérieuses et des choses qui sont moins, mais au moins ça a l'avantage de considérer notre relation au vivant comme complexe. Or, il l'est. Alors que la relation que nous avons créée, même notre relation scientifique au réel, elle est faussée par le fait que nous avons tout misé sur un progrès simplificateur. Or, nous devons changer de stratégie. Nous avons souvent changé de stratégie. Nous avons très souvent changé de stratégie. Pour les mêmes raisons que j'ai eu Einstein, je ne nie pas qu'il est intéressant, il serait intéressant qu'il y ait un peu moins d'hommes sur Terre. Je ne le nie pas. Mais je dis que pour des raisons d'échelle de temps, pour des raisons d'efficacité, pour des raisons
constat de cause réelle, il est bien plus important, il est bien plus urgent de travailler sur les comportements. Oui, en effet, il est bien plus urgent de travailler sur les comportements et bien plus efficace de travailler sur les comportements. Alors, changer de stratégie. On l'a fait 100 fois. Un certain nombre de gens nous disent on ne peut pas arrêter notre mode de vie, on ne peut pas changer de système de consommation, on a abandonné la civilisation du cheval, s'est effondrée entre 1916 et 1920. Le silex taillé a fait place au silex poli, le silex poli au bronze, et on s'en est remis. On a changé de relation réelle des quantités de fois. Donc, changeons. Alors, pourquoi? Parce que, on a dit ironie, on est devant une biodiversité finie. Si on était dans une situation dans laquelle on avait un équilibre magique à 5 millions d'hommes et qu'on était 5,5 millions, l'argument démographique aurait tout son sens. Nous sommes 1000 fois trop nombreux. Donc même si on réduit de 2% la natalité, de 5% la natalité, de 10% la natalité, nous resterons 1000 fois trop nombreux. Il faut nous adapter, il faut choisir une stratégie dans laquelle nous sommes 1000 fois trop nombreux et nous allons nous démerder pour garder, si possible, des relations avec le reste du vivant qui sont des relations apaisées et pacifiées. C'est ça notre objectif. Moi, si les démographes que vous êtes, pour certains d'entre vous, me disent il n'y a pas d'asymptote, ça va continuer à monter. Là, je me tire une balle. J'hésite pas, parce que la situation est désespérée. Si les démographes que vous êtes me disent j'ai le choix entre 7 milliards et 17 milliards, je pense que ce sera plus simple à 7 milliards. Mais ça doit être possible à 17 milliards aussi, si c'est la symptôme, si c'est la fin, si les démographes, et ils nous le disent, moi je les écoute, je les lis de temps en temps, s'ils nous disent qu'en effet on va vers une stabilisation, voire une réduction de la population mondiale, elle sera lente, elle ne sera pas dans les comme l'a dit Gilles Einstein, elle ne sera pas dans l'échelle de temps qui nous permettra de régler ni les problèmes climatiques, ni les problèmes de biodiversité. C'est une bonne chose, pourquoi pas. Mais en priorité, changeons de comportement. Et ne prenons pas l'excuse de la trop haut niveau de population pour ne pas suffisamment changer de comportement. Je propose quelques pistes. La première piste, ça consiste à démolir une fausse idée. Oui, on peut nourrir les hommes avec de l'agriculture. L'agriculture actuelle, saine, sans engrais, et sur l'ensemble du monde, à condition de répartir cette nourriture de façon d'éviter les gaspillages déjà, et de répartir cette nourriture de façon un peu équilibrée. Deuxièmement, il faut cesser le feu sur le vivant non humain. Il faut arrêter de le tuer tout le. Il faut arrêter les pesticides. Il faut que l'agriculture arrête de tuer systématiquement tous les insectes et toutes les plantes qui portent les insectes. Il faut être attentif. Nous sommes complètement coupés par nous en France, nous sommes complètement coupés par notre mode de vie. Nous coupons de plus en plus par notre mode de vie. La compréhension de ces questions de biodiversité, c'est une priorité absolue de nous rapprocher de cette lutte, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Le GIEC va faire des progrès considérables. Gilles Ramchal l'a dit tout à l'heure. Oui, il y a un consensus désormais, et on peut faire état d'un consensus scientifique sur les questions de climat en disant tous les gens qui ont travaillé ensemble ont conduit, avec des méta-analyses de plus en plus poussées, à des conclusions communes. Oui, on dit de manière assez tranquille. Vous avez vu dans le dernier rapport de l'IPBES qu'on n'en est pas encore tout à fait là, et que beaucoup de questions se posent encore. Eh bien, il faut que l'IPBES continue de travailler avec le même sérieux qu'il l'a fait jusqu'à présent. Il faut également que nous nous disions que notre travail n'est pas de préserver la biodiversité, mais de recoudre le tissu vivant de la planète. On a eu une stratégie de protection de la nature complètement négative, complètement de défense. Il fallait se défendre. Il fallait protéger les espèces menacées, protéger les espaces nationaux. Quand on se défend, on a une stratégie uniquement défensive. On a une stratégie perdante, c'est-à-dire qu'on perd moins que si on avait perdu plus. Mais non, il faut avoir une stratégie offensive. Non, nous ne recréerons pas d'espèces. C'est pas facile. Mais en revanche, nous pouvons recoudre le tissu. Nous pouvons rétablir les liaisons. Le changement climatique va pousser les espèces à se déplacer partout. Est-ce qu'il se trouve dans une barrière de béton? Et elle ne passe plus. En résumé, il faut se réconcilier avec la nature. Et cette réconciliation, elle passe d'abord et surtout par un changement dans les comportements. Merci François Le Tourneau.
certains des éléments que vous avez donnés en partie dans la première partie de votre exposé correspondent effectivement à beaucoup des militantismes ou démographie responsable, en montrant notamment combien les effectifs de notre espèce sont complètement hors de proportion avec ceux qui se sont révélés durables pour toutes les autres espèces et pour l'homme aussi.